Bonjour, bienvenue sur le plateau du podcast InSign. Bonjour Valérie, bonjour Lionel. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Valérie Thomasin, je suis le Chief Marketing Officer de Cegid que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi. Bonjour, Lionel Cuny, je suis le président d'InSign. On va parler du rôle d'une marque dans un contexte de transformation et quelle contribution elle a à la création de valeur de l'entreprise, dans un focus un petit peu particulier qui est le contexte de LBO. La caractéristique d'une situation de LBO, Lionel, c'est quoi ? La principale caractéristique d'un LBO, c'est qu'il y a un début et une fin, et au milieu, beaucoup de vitesse. Donc ça impose un rythme différent et ça oblige à faire des choix différents, notamment quand on doit gérer une marque dans un contexte de transformation tel qu'on vient de l'évoquer. Valérie, vous pilotez la valorisation de la marque Cegid. Parlez-nous de cette marque. Alors parlons d'abord de Cegid, pour en parler le mieux. Cegid est un éditeur de logiciels de gestion. A été fondé en 1983 par Jean-Michel Aulas, actuel président de l'Olympique lyonnais. Et il se trouve qu'en 2016, l'entreprise a été vendue à un consortium de fonds d'investissement, donc une situation de LBO. L'entreprise fait 480 millions d'euros en 2019. On passera le cap du demi-milliard en 2020. Et nous avons un peu plus de 3000 collaborateurs en France et à l'étranger. Et pour vous donner quelques points de repère, nous avons pris le virage du SaaS il y a quelques années. On a été assez précurseurs. C'est globalement 75% de notre chiffre d'affaires. Et nous nous focalisons sur 5 marchés clés. Historique, les experts comptables, bien sûr, mais aussi la fiscalité, la paye, la RH, le business du ERP et enfin le retail. Valérie, vous avez un business plan très ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous donner vos objectifs ? Alors oui, effectivement, quand l'entreprise a été rachetée par le fonds d'investissement, c'était à peu près 300 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes passés 480 millions à peu près, et nous visons de doubler le chiffre d'affaires dans les quelques années qui viennent. Et donc évidemment un travail énorme de transformation dans lequel la marque joue un rôle très important. Vous avez travaillé avec InSign, vous travaillez avec InSign, vous avez travaillé de nombreux mois sur ce grand défi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail de transformation ? Alors oui, il s'est passé en 2 étapes. Une première étape qui était assez faite en chambre avec nos collaborateurs, avec nous-mêmes. Et ensuite, on s'est ouvert à InSign qui nous a aidés à sublimer ce travail et à le rendre public. Donc, globalement, ce que nous avons fait au cours de ces 9 mois, c'est notre mission, la définir, qui nous sommes. Et il se trouve que donc nous sommes arrivés avec cette mission qu'est Cegid crée des solutions de gestion utiles et innovantes. Et chaque mot compte, on les a pesés un par un. Un exemple très simple, les experts comptables sont face à des enjeux énormes de transformation de leur métier, en back-office comme en front-office avec leurs clients qui attendent beaucoup plus que de la comptabilité, mais aussi des enjeux de conseil. Donc, comment nous, qui nous positionnons très fortement sur cette profession, pouvons les aider ? Notre raison d'être, également, c'est ouvrir les possibles, c'est-à-dire globalement permettre à nos clients de faire ce dont ils ont besoin, de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Ça peut être par exemple pour un RH de s'occuper pour lui ou pour elle de toute la législation et lui permettre de se repositionner sur les missions critiques au sein d'une entreprise. Alors, on a aussi clarifié nos valeurs, et c'est important, parce que c'est le moment de le faire quand on définit la marque, et il faut se donner le temps pour le faire, cela étant dit, et on est assez content du résultat. Vous avez 3 valeurs très structurantes, est-ce que vous pouvez les rappeler ? Oui, la première, c'est s'inspirer de nos clients. Ça ressemble à la palissade, mais c'est vrai. Et j'en veux pour preuve nos 7 clubs utilisateurs. Nous co-créons réellement avec nos clients. La deuxième, c'est s'engager ensemble. Et on l'a fait d'ailleurs avec nos collaborateurs pour accoucher de cette mission. Et la troisième, c'est explorer toujours. Nous sommes une entreprise fondamentalement de technologie. On ne s'arrête jamais. On explore avec nos clients. Toujours et encore. Et ce qui compte, c'est que ces trois valeurs, qu'on n'a pas inventées comme ça, on est allé les chercher dans l'ADN, elles soient bien reliées à la marque de l'entreprise, parce que ce qui se vit à l'intérieur se vit à l'extérieur. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous dire en quoi stratégiquement c'était capital de faire ce travail pour Cegid ? Écoutez, quand on opère un tel changement sous LBO, il y a forcément un plan de transformation important, il y a des investissements, il y a des arbitrages à faire, il y a des priorités, etc. C'est un sujet stratégique qui doit figurer dans les priorités. C'est pas toujours naturel pour une entreprise de B2B, mais c'est nécessaire. Et quand un investisseur investit, c'est qu'il y a un gain à faire à la sortie du LBO et toutes les planètes doivent être alignées, y compris celle de la marque. Alors vous avez dû faire un travail de rupture assez important. Cegid avait une histoire, il a fallu en écrire une autre.
Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors oui, notre cas, c'est pas d'écrire un chapitre, c'est écrire un nouveau tome, si on peut prendre cette analogie. Il a fallu changer cette référence parce que Cégide était assimilé à son fondateur. Ça, c'est la première chose. Et en fait, l'entreprise vit aussi seule, sans son fondateur. La deuxième chose, c'est que sur les marchés que nous couvrons, Cégide n'était pas connu comme marque. Les produits étaient connus comme marque. Et ça, c'est un souci, puisque, je vous l'ai dit, il y en a 5 marchés. Si on n'est pas connu comme marque, pourquoi voulez-vous qu'on soit capable de faire du cross-sell ? Un client qui a un produit ne pense pas à nous nécessairement pour un autre produit. Donc il faut adresser ce sujet-là et bien se connecter sur, évidemment, la performance, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire que notre capacité à aider le commerce, à aider nos vendeurs, à générer des leads pour eux, pour se mettre dans des situations de business à la hauteur des ambitions dont on vient de parler. Et une marque forte, ça aide aussi à recruter des talents. Évidemment, puisque nous sommes en expansion, donc on fait de l'acquisition d'entreprises, donc il faut que ces gens-là restent et aient envie de rester, et d'attirer des talents, et on embauche beaucoup de gens, des centaines de personnes tous les ans, et si on ne se définit pas comme une marque, aucune chance que des futurs candidats nous reconnaissent et soient attirés par cette marque en rejoignant l'entreprise. Et maintenant, Lionel, est-ce qu'on peut parler un peu avec vous de l'actif immatériel ? Comment le marketing, la communication, c'est votre métier, comment ça influence la construction de valeur pour une marque ? Alors, c'est assez simple en fait parce que pendant très longtemps, on a considéré que les actifs matériels étaient les plus importants dans une entreprise et dans le monde dans lequel on vit, et notamment sous l'effet de la transformation digitale, on voit que les actifs immatériels deviennent des actifs extrêmement importants. Et au fond, autant la communication et le marketing agissent évidemment sur la top line, et on oublie souvent que le marketing et la communication et tout le travail qu'on peut faire sur la marque ont un vrai effet sur la bottom line, notamment sur la valorisation de l'entreprise à terme. Sur la valorisation d'une marque, il y a quelques chiffres importants, des études qui existent. Vous pouvez nous donner quelques repères comme ça majeurs ? On voit que les études montrent que la part de la valeur des entreprises qui sont liées aux actifs immatériels a extrêmement progressé. Si on prend le S&P 500, on voit que la part moyenne de l'immatériel est de 84%. Donc c'est un chiffre extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Le deuxième chiffre qui est important, c'est quand on regarde aussi toujours avec les études notamment qui sont faites par Eurobrand et Millward Brown, c'est que la part d'une marque, c'est à peu près 17 à 20% de la capitalisation de l'entreprise. Donc la question qu'on doit se poser en tant que dirigeant, elle est de se dire au fond combien va ma marque aujourd'hui et combien je veux qu'elle vale demain. Et tout le travail que je fais, c'est un investissement pour donner de la valeur à cette marque et faire en sorte que ça donne de la valeur globalement à l'entreprise grâce à la marque. La valeur de marque, ça augmente aussi le pricing, c'est-à-dire ça lui permet de pratiquer des prix plus élevés. Dans le cas de Cégide ou dans le cas d'exemples que vous avez pu piloter, Lionel, est-ce qu'il y a des exemples marquants ? Alors, il y a pas mal d'exemples marquants. Je pense un des exemples les plus marquants, il est avec Nissan, ou dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, on s'occupait de Nissan. Et un point important, c'est que c'était une décision de Carlos Ghosn d'investir fortement dans la marque Nissan, tout simplement, qui s'était rendu compte en arrivant que à modèle équivalent, à technologie équivalent, ces voitures étaient valorisées 20% de moins que celles de ses concurrents. Et pourquoi ? Parce que au fond, la perception de la marque n'était pas à la hauteur de celle de ses concurrents. Et donc, cet exemple, il est intéressant parce que on connaît Carlos Ghosn, et en tout cas de réputation, et on sait que c'est pas un grand dépensier. Il a plutôt été connu pour être un très bon cost-killer dans toutes les entreprises dans lesquelles il a eu. Et il y a un formidable aussi transformateur d'entreprise. Néanmoins, c'est une décision stratégique d'investissement de manière massive dans la marque pour donner la valeur. Le deuxième point qui est important, c'est que les études montrent que, en gros, une marque forte a un premium prix d'environ d'au moins 13%, c'est-à-dire que ça agit vraiment sur la valeur, et donc la marque, elle sert à donner de la valeur au prix, et elle permet de donner de la valeur aux produits, aux services que l'entreprise vend, tout simplement parce que on y ajoute une dimension supplémentaire qui est de qualité, qui est de sérieux, qui est de performance, qui fait qu'on est prêt à payer plus cher parce qu'on a le sentiment que, au fond, on achète plus que simplement la solution ou le produit qu'on a entre les mains.
Donc on peut se dire aujourd'hui, une marque forte, c'est une marque qui surperforme. Et vous, Valérie, si on replace Cegid sur son marché face à ses concurrents, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? En quoi le travail qui a été fait sur la marque vous permet aujourd'hui de sentir qu'elle est en train de gagner son pari ? Alors, une fois que la définition est faite, on a parlé de la mission, de ce pourquoi on est là, ce qu'on existe, nos valeurs. Après, il faut le mettre en musique. C'est là où nous avons choisi InSign et on travaille quotidien avec l'équipe pour pouvoir exprimer cette proposition de valeur en fait qu'on fait sur le marché et l'activer, c'est-à-dire la faire connaître. Donc là, c'est un mélange de création et d'activation. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à être en fait être considéré sur les décisions d'achat, c'est-à-dire d'en créer éventuellement, puisqu'il y a certains marchés qui sont des marchés de renouvellement et donc il faut des bonnes raisons aux clients et aux prospects surtout pour changer. Et la deuxième, c'est quand il y a des décisions d'achat, de les repérer et d'être positionné. Donc, aider nos vendeurs à être dans cette fameuse shortlist, être considérés pour pouvoir le faire. Et c'est en train de marcher. C'est-à-dire Cegid, en montant son niveau de jeu, en construisant cette notoriété, nous permet à nos vendeurs, qu'ils soient du réseau direct ou indirect d'ailleurs, c'est aussi très vrai pour les channels partenaires, que nous recrutons notamment parce que nous investissons sur la marque, que ça sert leur business, nous commençons à faire prendre conscience en fait que Cegid est bien plus qu'une série de produits. Donc nous sommes dans la bonne voie en tout cas, ça marche bien. En fait, il y a aussi un point qui est intéressant, c'est qu'une marque forte, ça sert aussi à remporter la décision et on l'oublie souvent, c'est-à-dire que le processus de choix d'un partenaire ou d'un prestataire, notamment assez structurant, parce que quand une entreprise décide par exemple de mettre en place un ERP, c'est des décisions qui sont quand même extrêmement importantes. Donc il y a un groupe projet qui s'occupe de formaliser l'appel d'offres et de consolider les réponses. Mais à la fin, il y a quand même un décisionnaire et un comité de direction qui va prendre cette décision-là. Si à la fin, vous devez choisir entre une marque qui n'est pas connue et une marque qui est connue, la probabilité que vous choisissiez une marque qui est connue est bien plus forte. Et donc une marque forte, ça aide aussi à améliorer le taux de transformation quand on est en finale. C'est-à-dire qu'à la fin, il reste 2 concurrents. Et dans de très nombreux cas de figure, c'est la marque la plus forte qui va remporter la décision. Donc une marque forte, c'est une bonne protection contre le risque en fait. Exactement. En tout cas, ça permet de se protéger d'un certain nombre de risques et ça crée aussi, je dirais, un halo de confiance qui embarque les collaborateurs, qui embarque les clients et qui embarque l'ensemble de l'écosystème. Et c'est un point qui est extrêmement important aujourd'hui dans tout le travail qu'on peut faire avec Cegid notamment. Alors il y a 2 choses qui me semblent importantes. Il y a d'une part comment on gère le court terme et le long terme, parce que finalement il faut faire un travail quotidien, tous les jours, faire face aux exigences du commerce, et puis il faut aussi fonder, créer, pérenniser une marque. Comment on gère ce double rythme ? Et puis comment on valorise auprès des actionnaires, comment on valorise auprès des gens qui font la bourse, comment on rend compte de ces efforts et de ces résultats ? Il y a effectivement du temps long et du temps court. Il se trouve que le temps long est relativement rapide quand même sous LBO. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un rythme qui est accéléré. Donc, la clé, c'est bien se mettre d'accord au début. Et c'est pour ça que c'est très important à la rencontre des actionnaires et à la rencontre des fonds d'investissement, c'est être bien clair au démarrage sur la feuille de route et avoir aucune ambiguïté sur le rôle que la marque va jouer. Donc pour ça, il faut que le CEO, le DG soit bien aligné avec le patron du marketing pour que ça se passe et que ça soit quelque chose qui fasse partie du business plan et un axe de stratégie. Donc ça, au moment où il y a doute, parce qu'il y a toujours des doutes, parce que le business plan, il se déroule jamais exactement comme prévu, on a le référent. On a le référent et on se rappelle nos convictions, notre belief system, comme diraient les anglo-saxons, qui nous permet de dire oui, c'est bien ce qu'on a dit. Donc, il y a du court terme aussi. Le court terme, c'est un budget, un plan d'une année sur l'autre. Ça se négocie toujours. C'est dans les fenêtres logiques. Et il faut être capable de faire ce zoom en fait continuel, mais ne jamais lâcher sur les essentiels, sur quoi on s'est mis d'accord au début. Temps court, temps long, et côté KPI, qu'est-ce qu'on définit ? Mais en fait, ce qui est extrêmement important, et souvent, je pense que dans les agences notamment, mais pas que, en tout cas dans le monde du marketing et de la communication, c'est toujours compliqué de mettre en place des KPI.
parce que on se sent un peu otage de ça, et pour autant c'est absolument essentiel et nécessaire, puisque on doit apporter la preuve que on investit et on ne dépense pas, ce qui est une différence fondamentale. Et donc ça veut dire que si on investit, il y a un retour sur l'investissement. Et donc ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir construire des KPI, sur des KPI qui vont être partagés, mais qui ne sont pas des KPI pour se faire plaisir, qui sont des KPI qui parlent aussi à des financiers. Et je crois d'ailleurs, Valérie, que dans tout le travail que tu as fait, il y avait la construction d'un ensemble de KPI qui était extrêmement précis et qui permettait aussi de démontrer à tes actionnaires toute la valeur que vous êtes en train de créer. Alors bien sûr, parce que les actionnaires, ce sont des financiers. Donc ils aiment bien quand on parle de KPI, avec des chiffres. Donc tout ce qu'on peut mettre en chiffres est le bienvenu. Et avec cette clarification à laquelle je faisais allusion au démarrage, c'est d'être bien définir ce que l'on peut bien mesurer avec des KPI hyper précises et les mettre le plus vite possible et les suivre et se donner des targets comme si on était des vendeurs en fait, avec des impacts concrets sur le nombre de leads qu'on donne, par exemple sur le nombre de leads qui se transforment et sur la transformation de ces leads en pipeline, mais aussi d'établir une série de KPI qui sont plus soft. Alors, mes actionnaires, ils appellent ça intangible, je parle anglais, mais qui sont OK aussi. Et le rôle du marketing et de la com, c'est pas d'être uniquement réduite à ces KPI qui sont très quantitatives. Il faut accepter et faire accepter qu'il y a d'autres séries de KPI qui sont un petit peu plus difficiles à mesurer, mais qui impactent beaucoup plus que ne serait-ce que la génération de leads, auquel on a tendance à nous ramener quand même de manière systématique. Donc c'est important de le définir au début et de s'y tenir. Comment on définit le temps zéro? Comment on définit le point de repère de démarrage et à partir duquel les évolutions vont être mesurées? Alors pour nous c'était simple, c'était au moment du business plan, et puis avec un certain nombre de parties pris. Une des difficultés c'est d'arriver à mesurer la baseline, en fait le démarrage. Donc faut le faire le mieux possible, en disant c'est pas très juste, mais c'est le moins faux qu'on ait. Donc, mais on va partir là-dessus, et puis on modifiera. Un business plan, il n'est pas figé, il bouge tout le temps, parce qu'on fait des acquisitions, et pouf, ça change. Il y a quelque chose qui change, parce qu'il se passe quelque chose sur le marché, parce qu'un concurrent fait un mouvement. Donc, de toute façon, on a le droit, et c'est OK, et c'est sain, de revenir sur ce qu'on a dit qu'on ferait, tant que l'essentiel n'est pas affecté. Et c'est ça qu'il faut bien définir au démarrage. En termes de système, Lionel, vous accompagnez pas mal de marques dans des stratégies de valorisation. Est-ce qu'il y a un système qui s'applique à toutes les marques sous LBO? Est-ce qu'il y a un système idéal ou est-ce que chaque histoire est totalement différente et il faut s'adapter au contexte et à la personnalité de chaque marque? En fait, il n'y a pas de système idéal parce que chaque entreprise est différente, chaque projet est différent. Je pense qu'il est important, c'est de réussir à concilier l'impératif de vitesse et celui d'efficacité. Et donc, quand on est une agence et qu'on travaille pour des clients sous LBO, il y a déjà une pédagogie à faire auprès des équipes pour leur expliquer ce que ça veut dire et leur expliquer pourquoi est-ce que tout doit être fait très vite et pourquoi est-ce que l'impératif de vitesse et d'urgence, il est extrêmement important et il est critique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de système de marque idéal puisque le système de marque, il est lié au fond, la réflexion de la stratégie. C'est-à-dire qu'un système de marque, il est là pour donner à voir la stratégie et rendre lisible la stratégie de l'entreprise. Et donc, quand il y a une volonté je vais prendre un exemple, c'est quand il y a une volonté d'avoir une stratégie de cross-sell dont Valérie a parlé tout à l'heure, on a tout intérêt à avoir un système de marque qui soit le plus aligné possible et faire en sorte qu'on évite d'avoir des marques qui sont totalement différentes. Parce que si dans une même entreprise, je veux vendre de retail, je veux vendre un ERP, ainsi un logiciel de paye, mais que c'est pas la même marque, c'est quand même plus compliqué. Donc en fait, on va avoir des mêmes valeurs pour ces produits-là et on a intérêt à ce que la marque les porte de la même manière. Mais si par ailleurs, on a des marchés sur lesquels, au fond, c'est des marchés très spécifiques et on a intérêt à ce qu'il y ait aucun lien entre les marchés, à ce moment-là, ça milite pour avoir des marques différentes. Si on prend le cas de Microsoft, tout leur système de marque, il y a une même marque pour tout le marché entreprise. Et quand ils décident d'aller sur le gaming, donc sur des produits très grand public, ils décident de changer de marque. Et la marque Microsoft vient juste apporter un peu de crédibilité et d'assurance sur le marché. Mais c'est la marque Microsoft. Parce qu'on voit bien que c'est un public différent et qu'au fond, toute la crédibilité qu'ils ont en tant que marque dans les entreprises, elle n'a pas vraiment d'intérêt
sur une population plutôt de jeunes passionnés de gaming. Surtout quand vous êtes face à des mastodontes qui sont là depuis plus longtemps que vous. Alors aujourd'hui, dans l'entreprise, Valérie, tout le monde parle au nom de Cegid, plus personne ne parle au nom des produits? Alors, ça prend du temps, hein. Donc, parce que bouger 3000 collaborateurs, c'est pas simple. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, en général, est de très très bonne volonté. Parfois, même, ça va trop vite. Les gens changent les logos et sans avoir fait les interfaces, on change la couleur sans changer le logo. Donc, il faut un petit peu faire la police. Donc, organiser le changement, ça c'est la première chose. Et le faire. Et après, par contre, être très vigilant parce que les déviations sont rapides. Donc là, je parle surtout de deux choses. L'identité graphique, parce que la marque, elle vient avec l'identité graphique. Et aussi ce qu'on met derrière la marque. Et c'est assez rapidement, vous voyez les déviations sur... et c'est encore une fois, c'est pour bien faire. Mais la nature n'aimant pas le vide, les gens inventent. Et ils sont créatifs. Donc, il faut revenir sur... Alors, attention, la mission, c'est... Pof, pof, pof. Et donc on relie bien toutes les choses à la mission. Donc là, il faut être une discipline de faire. Et en le faisant gentiment et en expliquant, parce que les gens veulent bien faire. Ça, c'est surtout pour la transition. Et puis, quand on est dans l'exécution. Et pour rejoindre ce que disait Lionel... sur le système de marque, donc il faut tenir bon sur un certain nombre de principes. Par contre, il faut être très efficace sur d'autres. L'exemple que j'ai chez nous, chez Cegid, donc toutes les sociétés que nous rachetons, elles passent dans le mois qui suit. On va prendre Loop par exemple, qu'on a racheté l'année dernière, une très très belle entreprise. On les appelle, le mois qui suit, c'est Loop Cegid Company. Et l'identité graphique tourne dans nos couleurs et le logo est affublé de Cegid Company. Et ensuite, rentre dans la nomenclature de marque et Loop devient un produit, en l'occurrence, et ça s'appelle Cegid Loop. Maintenant, on vient d'acheter une entreprise, une très belle entreprise qui s'appelle Meta4, qui est une entreprise qui fait des logiciels de paye, leader sur son marché en Espagne et très actif en Amérique latine. Cegid n'est pas connu du tout en Espagne, donc on les a basculés Meta4 Cegid Company et ils vont rester Meta4 Cegid Company. Parce que de manière pratique, ça nous coûterait beaucoup trop cher d'essayer d'installer une marque sur ce marché. Et pourquoi le faire? Les références sont Cegid Company, les valeurs sont là, donc on infuse tous les éléments de marque, mais sous un nom que nous avons décidé en manière relativement rapide. Faut être capable de décider l'efficacité et non pas le perfectionnisme. À vous écouter, on prend aussi conscience qu'il y a des grandes règles à respecter en matière de conduite de plan de transformation, des règles d'or. Est-ce que vous auriez envie de nous les partager? Eh bien, on peut dire la première, hein, inspirée de mon cas. J'avais eu l'expérience aussi dans mon entreprise précédente, mais c'est stratégique. Et il faut prendre le temps, parce que c'est stratégique, c'est très important. Ne pas aller trop vite en créa et bien se poser la question de qui on est et ce que l'on veut faire. Ensuite, la créa vient, et avec des entreprises comme InSign, la créa vient très bien. Tant que c'est clarifié bien là, au démarrage, tout fonctionne très très bien avec une agence. On a souvent vu d'aller trop vite en créa et avec des agences, et donc du coup passer à côté. Et du coup, ça ne tient pas la route. Les clients ne connectent pas, les collaborateurs encore moins, et se disent « Ah, ça c'est du marketing » ou « Ça c'est de la com » et ça n'a rien à voir avec ma vie ou mon entreprise. Donc il faut bien ne pas brûler cette étape-là, elle est fondamentale. Donc ça, je dirais, la première, c'est stratégique. Moi, je le vois alors je le vois chez Cegid, mais je le vois aussi chez un certain nombre de nos clients qui sont sous LBO. Et suivant la nature des actionnaires financiers et leur maturité vis-à-vis de la chose marketing, en fait, leur perception de mettre en tout cas de faire de la marque et du travail sur la marque un des leviers stratégiques du plan de transformation peut être plus ou moins bien perçu. Mais c'est vrai que une fois qu'ils voient les résultats, ils sont assez persuadés de l'intérêt et de l'efficacité, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important qui permet d'embarquer tout le monde et qui facilite beaucoup de choses. Tout à l'heure, Valérie parlait d'acquisition. C'est vrai que quand vous êtes une marque forte, c'est plus facile à vendre à vos collaborateurs, dans le sens où quand le dirigeant a décidé de céder son entreprise, c'est plus facile de dire je la cède à Cegid qui est connu plutôt qu'à une entreprise qui n'est pas du tout connue. Ça crée forcément de l'émulation et de la fierté de se dire qu'on a été racheté par un des leaders du marché, alors que si vous êtes totalement méconnu, ça peut générer de la méfiance, voire de la défiance. Le collectif,
L'un comme l'autre, vous êtes des personnes qui animent du collectif, donc vous êtes dans l'accélération, dans la collaboration, dans le collectif. En quoi cette expérience vous aura marqué en tant que dirigeant, vous, d'une agence de communication, Lionel, vous, Valérie, d'une équipe en charge de la transformation de la marque du côté de l'entreprise. Quels ont été les moments les plus marquants et que vous considérez être comme des beaux exemples? C'est l'adage, hein. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et il faut être ensemble, parce qu'on est tous la marque, en fait. Donc ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça qu'on a pris le temps de consulter nos collaborateurs pour vérifier que nous étions connectés avec l'ADN de l'entreprise. C'est pour ça qu'on l'a fait avec des partenaires. Une fois qu'on est sorti de notre chambre, quand on a fait notre workshop, et nos nombreux workshops ensemble, on est allé vérifier. On a vu des partenaires technologiques, des channel partners, on a vu des clients pour aller vérifier que c'était bon. Et on les a emmenés. On leur a expliqué ce qu'on était en train de faire et on les a emmenés. Donc c'est collectif, c'est très important. Et nous, du côté agence, je pense que c'est aussi se sentir engagé dans ce collectif et de ne pas considérer qu'on est juste un prestataire. C'est-à-dire qu'on est une équipe aussi. Et finalement, on est tous là dans le même bateau avec des intérêts qui sont alignés, qui est de faire en sorte qu'on construise la plus belle marque et la marque surtout la plus performante. Parce que c'est en réussissant à être à ce niveau de performance et à ce niveau d'engagement qu'on travaille bien et qu'on a des résultats. Et la marque, c'est un asset. Exactement, c'est que nous on est là pour construire des assets immatériels et leur donner le plus de valeur possible. Donc évidemment que c'est un point extrêmement important et on n'est pas là pour faire du beau, c'est-à-dire le beau n'est qu'un moyen. Ce qui nous intéresse, c'est l'efficace et le performant. Très bien. Et règle numéro 3 ? La troisième règle, c'est qu'il n'y a pas de système idéal. Et au fond, le meilleur système, c'est le système qui est le plus lisible et qui est le plus efficace. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Il n'y a qu'un système qui, aujourd'hui, permet de rendre lisible la stratégie et qui permet de rendre claire la proposition de valeur auprès des clients et de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Valérie, la quatrième ? La quatrième, je l'aime bien celle-là, c'est la discipline. C'est pas un gros mot, la discipline. Et la discipline, c'est aussi l'apanage du marketing et de la communication qui aligne l'entreprise pour que nous soyons tous bien clairs sur notre mission et sur notre raison d'être. La cinquième règle qui est pour moi extrêmement importante, Valérie l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'une marque, c'est pas un logo. Une marque, c'est une expérience. Et au fond, ce qui est extrêmement important, c'est le travail qui a été formidablement bien fait par Valérie et ses équipes et l'ensemble de l'entreprise au départ, qui est de définir au fond la value proposition de la marque, qui est d'ouvrir les possibles et de se dire au fond tout ce qu'on doit construire doit venir nourrir cette idée que chez Cegid, on est là pour ouvrir les possibles. Et le logo est qu'un des éléments, mais il y a énormément de choses. Et en fait, la question qu'on doit se poser, c'est d'essayer d'aller sur tous les points de contact pour voir comment est-ce qu'on peut travailler cet aspect-là et faire en sorte que tous les clients, quelle que soit la manière dont Cegid s'adresse, à qui elle s'adresse, au fond, les gens doivent en ressortir avec l'idée que Cegid aide à ouvrir les possibles. Et la dernière, c'est cette fameuse conversation sur les KPI. C'est très vrai sous un LBO. Je pense que ça s'applique à tout le monde, même dans des entreprises qui ne sont pas sous LBO, qui ont des actionnaires, même des entreprises familiales. Les marketeurs sont dans une autre ère maintenant. Et l'enjeu, c'est pas un centre de coût, c'est un centre d'investissement. Et pour ça, comme n'importe quel autre investissement, il faut montrer les KPI tangibles, on va les appeler comme ça, qui ont un impact direct sur le business. C'est la priorité de les mettre tout de suite sous contrôle et de les identifier. Se mettre d'accord d'ailleurs avec les vendeurs, au passage, pour qu'on ait la même lecture de la contribution. Ça, c'est un travail qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on doit arriver unis avec nos camarades qui animent les réseaux indirects ou les forces de vente directes. Et pour l'intangible, essayer, se forcer de définir des KPI. Elles sont plus ou moins justes, plus ou moins bonnes, mais elles ont le mérite d'exister. Et elles deviennent référentes. Et puis, il y a une dernière petite règle qui est assez jolie. Vous avez dit, je crois, il ne faut pas avoir trop de religion. C'est pas un dogme, c'est pas quelque chose qu'on impose. Il faut se donner la possibilité de rester vivant. Est-ce que ça, c'est une règle Oui, nous sommes des organisations vivantes. Les choses changent, le business change, le marché change. C'est important de clarifier ce qui est non négociable. Le reste, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et ne pas avoir de dogme. C'est ce qui vous rendra, et c'est ce qui nous a rendu, et ce qui nous rend tous les jours audibles.
notamment avec nos partenaires commerciaux. Ils ont parfois des difficultés dans certains pays, dans certains endroits. Il faut accepter de dire qu'on change. On change les priorités également, il faut changer vite. Quand le business change vite, il faut changer vite. Et nous sommes un organisme vivant, en fait, de la même manière que l'entreprise l'est. Oui, d'autant que les entreprises qui réussissent à réaliser leur business plan sans modification, ça n'existe pas, j'en ai jamais croisé. Donc après, il y a des business plans, il y a des plans de transformation, il y a des trajectoires. Et après, il y a la vie aussi économique, la vie de l'entreprise. Et il y a forcément des revirements, des pivots à prendre, des opportunités à saisir, qui forcément font évoluer la trajectoire. Et notre job, il est finalement de réussir à s'adapter à ça pour continuer d'amener le même niveau de performance. Merci Valérie, merci Lionel, merci d'avoir ouvert nos chakras et d'avoir ouvert les possibles. À très bientôt.